Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon compte PEA, mon plan d'épargne en action pour le mois de décembre 2024. C'est parti. Avant de commencer, je vous souhaite une superbe année 2025, plein de beaux projets, plein d'investissements et surtout, amusez-vous dans vos passions, dans ce qui vous fait réellement plaisir. Et moi, bien sûr, je vais continuer à faire toutes mes vidéos, à vous présenter tout ce que je fais dans mes investissements. Donc, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne parce que l'année 2025 s'annonce très intéressant. Alors, dans cette vidéo, on va voir 4 choses. La première, on va faire un bilan du CAC 40 vs le S&P 500 sur la période du mois de décembre, mais également sur toute la période 2024 pour voir lequel des deux indices a gagné la compétition. Ensuite, en deuxième point, on va faire un bilan du S&P 500 vs l'ETF dans lequel j'ai investi, voir si leur performance est bien corrélée. En troisième point, les données de mon compte PEA. Et en quatrième, on passera directement sur la plateforme Bourse Direct pour acheter mes parts d'ETF pour le mois de janvier 2025. Alors, l'évolution du CAC 40 GR vs le S&P 500 TR. Pour rappel, GR et TR, ça veut dire que ce sont les indices avec dividendes réinvestis parce que c'est ça qui m'importe puisque j'ai investi dans des ETF capitalisants. La courbe en bleu, c'est la performance du CAC 40. La courbe en jaune, celle du S&P 500. Qu'est-ce que l'on voit donc sur ce mois de décembre? Eh bien que c'est le S&P 500 qui a sous-performé par rapport au CAC 40. On le voit ici pour la journée du 18 décembre, il y a eu une forte correction. Alors là, je peux vous assurer que j'ai reçu pas mal de messages en me disant Dimitri, mais ça y est, le S&P 500 c'est terminé, ça y est, le Bitcoin c'est terminé parce que en effet, pas mal de marchés ont chuté ce jour-là. Mais moi, je vous avoue, j'ai même pas regardé parce que j'ai pas que ça à faire, regarder la performance du S&P 500 tous les jours. Donc beaucoup de personnes m'ont prévenu, donc forcément je suis allé voir sur Google Finance et en effet j'ai vu qu'il y avait un petit décrochage. Mais est-ce que ça m'a inquiété? Pas du tout, puisque on le voit, une semaine après le S&P 500 est revenu à son niveau initial et un jour après le S&P 500 a une nouvelle fois perdu 3%. Ça, ce sont des risques de marché qui sont liés principalement aux actualités. Moi personnellement, je ne regarde pas du tout ça. Ce que je regarde, je vais vous montrer, c'est la performance du S&P 500. Non pas sur une période d'un mois comme on le voit, où on voit d'ailleurs des fluctuations. Moi, ce que je regarde, c'est minimum sur une période d'un an. Et là, c'est intéressant. Le S&P 500, sur une période d'un an, a réalisé 28%. On le voit ici. Par contre, le CAC 40 a réalisé sur une période d'un an 0,8%. Donc, des personnes qui ont mis leur argent sur un livret A ont gagné plus d'argent que des boursicoteurs qui ont mis de l'argent sur du CAC 40 parce que le livret A a fait 3% alors que le CAC 40 a fait 0,8%. Mais bon, ça arrive. Il y a des années qui sont plus mauvaises que d'autres. Les personnes qui sont sur le CAC 40, moi je me suis focalisé sur le S&P 500, tant mieux pour moi, ça a fait 28% de performance. D'ailleurs, par rapport à cette performance, je tiens quand même à mettre des pincettes. Pourquoi? Parce que là le problème c'est qu'on sort d'une année où le S&P 500 a fait 28%. Mais ce qui vient de se passer, c'est que dès qu'au mois de décembre le S&P 500 a fait moins 3% de performance, j'ai reçu, comme je vous l'ai dit, des dizaines de messages me disant Dimitri, est-ce que le S&P 500 c'est terminé? Bien ça, je ne comprends pas pourquoi je reçois ce genre de message. Parce que normalement, lorsqu'on investit en bourse, on ne signe pas pour gagner 28% par an, on signe pour gagner 8% par an, qui est la valeur moyenne de la performance en bourse sur ces 200 dernières années. Moi, la première fois que j'ai investi en bourse, je n'ai en aucun cas signé pour faire des 30%, des 50% par an, j'ai signé pour faire 8% par an avec tous les risques associés. Et donc, d'ailleurs, on pose des questions par rapport à cette fameuse étude de Goldman Sachs là, qui est sortie. Dans cette étude, ils ont estimé que le S&P 500 allait faire sur les 10 prochaines années 3% de performance. Et en plus, 3% de performance nominale. C'est-à-dire en ne prenant pas en compte l'inflation qui est d'environ 2 à 3%. Donc, si on la déduit, en gros, le S&P 500, d'après leur étude, il fait 0% de performance. Ça, c'est l'étude de Goldman Sachs qui est quand même très pessimiste, il faut l'avouer, puisque si on la compare avec d'autres études, c'est sur leur rapport, ils ont comparé leur étude avec d'autres fonds d'investissement. On va la voir juste ici. Ici, ils ont comparé les prévisions de plusieurs fonds d'investissement. Donc ça, c'est eux en vert, Goldman Sachs. Eux, ils partent sur une base de 3% pour les 10 prochaines années. Vous voyez qu'ils sont quand même très pessimistes puisque c'est les seuls à être aussi bas. Alors que la plupart des autres fonds, ils se situent ici entre 4,5 et 7,5% et donc la moyenne est de 6%. Alors maintenant, la question que vous vous posez certainement, c'est Dimitri, avec cette étude, quelle décision tu vas prendre derrière? Eh bien, je vais prendre 0 décision puisque moi, comme je vous l'ai dit, lorsque
lorsque j'ai commencé à investir en bourse, j'ai signé avec moi-même pour 8% de performance avec différents risques. Donc là, on sort d'une année où on a fait 28%. Tant mieux, je vais pas me plaindre, on a fait 28%. Mais moi, au point de départ, j'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai signé pour 8 à 10% de performance. Donc même si l'an prochain, on fait moins 3% de performance, étant donné que l'an passé, j'aurais fait 28%, bah c'est pas grave, on est toujours sur une base de 8% en moyenne. Dans tous les cas, ça, il faut vraiment en être conscient, c'est la loi des grands nombres, toujours le retour à la moyenne. Donc si on fait de grosses performances, de gros résultats, il y aura forcément derrière un gros crash ou des grosses corrections. Mais à partir du moment où on en est conscient, où dès le point de départ, on sait dans quoi on va, dans quelle performance on va avoir sur une longue période, sur 10, 20, 30 ans. Donc la bourse, en l'occurrence, c'est 8% d'annoncés par an. Eh bien, si l'année 1, le marché fait plus 30%, mais si l'année 2, on fait moins 3% de performance, eh bien c'est normal parce qu'il y aura forcément un retour à la moyenne. On peut pas tous les ans faire plus 28% de performance. Donc je comprends les gens qui ont commencé à investir en 2024 et qui directement font plus 30% de performance. Bah, si on s'habitue à ça, forcément, si l'année 2, on en fait moins 10, on va trouver ça un peu bizarre. On va se dire, ah non, ça y est, la bourse est terminée. Mais non, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la bourse, depuis 200 ans, ça fait 8% de performance. Donc moi, qu'est-ce que j'en retiens de cette étude de Goldman Sachs, qui est quand même très pessimiste, il faut pas se mentir? Eh bien, ça confirme que la bourse doit faire 8% par an en moyenne. Donc les 10 prochaines années seront sûrement un retour à la moyenne. Bon, on va continuer. J'espère que je vous aurai pas dégoûté à investir en bourse. On va passer maintenant très rapidement à comparer le S&P 500 vs l'ETF dans lequel j'investis. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc pour moi de décembre, eh bien mon ETF a fait une meilleure performance que le S&P 500 puisque le S&P 500 donc a fait moins 2,6% alors que l'ETF a fait seulement moins 0,8%. Et sur une année complète, c'est un peu une surprise puisque le S&P 500, comme on vient de le voir, a fait 28% de performance alors que le BNP a fait 34% de performance. Donc il y a 6 points de performance sur cette année 2024. C'est absolument énorme une telle différence entre l'indice et l'ETF. D'où provient ce décalage de performance? Eh bien ça vient d'ici, vous voyez, il y a eu un décrochage entre le S&P 500 et l'ETF. Et donc ça, pour le voir, il faut tout simplement taper USD dollar en euros et on le voit pile poil à ce moment-là. L'USD dollar a eu une performance positive à partir de ce moment-là et donc il y a eu directement un décrochage entre la performance de l'ETF et la performance de l'indice qui est bien sûr positive pour nous en tant qu'investisseurs puisqu'on investit dans l'ETF et pas directement dans l'indice. Ensuite, le bilan dividende, eh bien j'ai reçu 66 centimes de ST Microélectronique. Merci à eux, je vais pouvoir passer une superbe année 2025. Valorisation de mon compte PEA, solde d'espèces 938 €. On va pouvoir acheter ensemble mes parts d'ETF. En titre, j'ai 19 412 € avec une plus-value par rapport au PRU de 1700 €. Versement total, donc ça c'est ce que j'ai versé de ma poche au total sur mon compte PEA. J'ai versé 17 145 € et donc mon compte PEA au total a une valorisation de 20 351 €. Une plus-value globale de 3 206 €. Ça fait beaucoup de chiffres, mais je suis très content de voir mon PEA dépasser les 20 000 € car je me rappelle encore mon premier investissement, c'était une action à 60 €. Donc depuis, ça a quand même bien évolué, ça j'en suis bien content. Et ça récompense tous mes efforts que je fais d'investir tous les mois en DCA la même somme d'argent. Et d'ailleurs, petite transition, le bilan achat pour le mois de janvier 2025, vous le voyez ici, j'ai augmenté mon DCA à 800 € par mois. Donc ça, on commence 2025 sur les chapeaux de roue en réaugmentant mon DCA de 150 € puisque le mois dernier, j'avais un DCA de 650 €. Plus les 138 € que j'ai en espèces, je vais pouvoir acheter 32 parts d'ETF BNP Paribas, ça va représenter 922 €. Pourquoi ici je n'investis pas 938 € comme j'ai en compte espèces? Eh bien parce que sur un PEA, on ne peut pas acheter des fractions d'actions. Donc j'achète tout simplement le maximum que je peux acheter avec la capacité que j'ai en espèces. La part du S&P 500 dans mon portefeuille est de 75%. Bien entendu, je reste focus sur ma stratégie que j'ai élaborée en 2024 qui était de faire 100% sur le S&P 500. Je reste sur cette stratégie pour 2025. Maintenant, passons sur Bourse Direct qui est la plateforme par laquelle je passe pour investir à travers mon compte PEA. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent créer un compte sur Bourse Direct pour un PEA, il y a toujours le lien dans la description qui permet d'avoir 200 € de frais offerts et également l'accès au logiciel Windchart gratuit à vie alors que normalement il est à 10 € par mois. Vous le voyez ici, l'évaluation de mon compte, 20 351 €. En plus, l'interface Bourse Direct a été refait, donc elle est plutôt sympathique.
sympathique. Et nous, on va directement aller sur l'ETF S&P 500 pour en acheter 32 parts, comme on vient de le dire. Là, vous le voyez, c'est toutes les lignes que j'ai dans mon portefeuille. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions individuelles. Elles sont quasiment toutes en moins-value. La seule qui reste en plus-value, c'est Total. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas ça qui m'intéresse. On va cliquer ici sur l'ETF BNP Paribas. Donc là, je clique sur achat, quantité 32. On va mettre à court limité parce qu'on est le week-end, donc j'ai pas envie de me faire avoir. On va mettre 83. Valider mon ordre. Là, on a un petit message d'avertissement puisque en effet, je crois que j'ai jamais réalisé un si gros investissement. Nous vous informons que vous passez à un ordre dont le montant est supérieur au montant moyen des ordres passés. C'est bon, je suis conscient de mes actes. Confirmé. Là, vous le voyez ici, on a les frais liés au service, donc les frais de courtage que Bourse Direct prend. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, Bourse Direct est la plateforme la moins chère, puisque imaginez-vous que quand même, pour un ordre de 922 €, Bourse Direct, ils me prennent seulement 1,90 €. Donc ça revient en pourcentage à 0,21%. Donc c'est que dalle. Ensuite, les coûts liés au produit, ça c'est les frais directement liés à l'ETF. Donc le BNP Paribas, il a 0,12% de frais. Et donc ça me fait un total de frais de 2,99 €. Et on va cliquer sur confirmer mon ordre. C'est parti. Le premier investissement pour 2025 a été réalisé et je peux vous assurer qu'il va en avoir beaucoup durant cette année. Donc si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.